Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, la pandémie nous a privés de la salle Cortot et de la musique jouée comme naguère par Negar Haeri et Renaud Van Ruynbeck, lorsqu'à quatre mains, ils nous montraient comment la main de l'avocat et celle du juge peuvent, au lieu de s'affronter, coopérer ensemble pour la recherche du beau. Mais si nous sommes privés de la salle Cortot et du piano, nous ne sommes pas privés de Negar, qui est ici et qui va, avec Mathilde Joanneau, échanger sur le thème de l'avocat et de la musique, de la note et de la parole. Je vous laisse et je vous écoute. Bonjour Negar. Bonjour Mathilde. Comme le rappelait Christian, on vous connaît au Palais littéraire et musical parce qu'on vous a entendu jouer. Je crois que pas mal de nos confrères et de nos consoeurs savent que vous êtes à la fois une brillante avocate et une grande musicienne, une grande pianiste. On avait envie de vous entendre parler de ce piano que vous aimez. Puisque pour l'instant on ne vous voit pas jouer, on ne vous entendra pas jouer. J'espère très bientôt aussi vous recevoir en vrai au Palais littéraire. La première question que j'avais à vous poser, Negar, c'est depuis quand et quel choix vous avez dû faire pour ne pas choisir ou l'avocature ou la pianiste, et comment vous conciliez les deux qui habitent votre vie? Alors, j'ai commencé d'abord le piano quand j'étais très jeune, vers 5 ans. Ensuite, j'en ai fait beaucoup. J'ai cru que je pourrais en faire un métier. Donc, après le bac, je n'ai fait que ça pendant 4-5 ans. Et puis, c'est à ce moment-là que la question de faire autre chose s'est posée, parce que je ne voyais pas vraiment d'avenir et je n'étais pas suffisamment satisfaite de moi. Et puis, je trouvais qu'il en fallait encore plus pour en faire un métier de manière épanouie. Et donc, c'est à ce moment-là que s'est posée la question du droit. Et je me suis inscrite un petit peu sans savoir à la fac de Nanterre. Et puis les choses se sont faites progressivement. Ça s'est bien passé. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait du droit. J'ai mis alors de côté le piano. Et c'est en réalité quand j'étais secrétaire de la conférence en 2015 que Christian Charrière-Bournazel m'a proposé de faire un concert. Et c'est à ce moment-là, donc 10 ans après avoir quasiment commencé mes études de droit et avoir mis fin à la musique, que j'ai fait un lien entre les deux. Donc c'est Christian qui m'a permis de faire ce petit point de suture entre la musique et le droit. Et de réunir ces deux mondes. Exactement. Qui étaient très présents en vous. Absolument. C'est le droit en fait qui m'avait éloignée de la musique, et puis c'est en réalité grâce au droit que j'ai retrouvé la musique. Et est-ce que vous pourriez dire que dans ce métier d'avocat, où vous plaidez, vous avez été secrétaire de la conférence, donc vous avez plaidé aux assises, et pour le piano, pour lequel vous interprétez, quel point commun vous voyez dans ces deux activités où finalement on prend la parole, où on prend la musique? En fait, il n'y a pas de point commun totalement direct, si ce n'est que la musique, c'est le versant absolument opposé du droit pénal, en tout cas tel que moi je le pratique, c'est-à-dire le droit commun, le droit pénal commun. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce que l'homme est capable de faire de plus beau et de plus sublime et de plus miraculeux, la musique, et de l'autre, c'est vraiment l'exact opposé, ce que l'homme peut faire de plus monstrueux. Ça, c'est vraiment le rapport assez étonnant entre les deux. Sinon, il n'y a pas de lien direct, si ce n'est que la réflexion, je crois, de la musique m'a aidée finalement à résoudre certaines difficultés en droit, et je pense surtout au trac. Parce que, alors quand j'ai débuté le piano, j'étais toute jeune, je faisais des auditions assez régulièrement, et à 5, 6, 7, 8 ans, on n'a pas vraiment le trac, ou en tout cas, on n'a pas conscience de ce que c'est. Le trac, je pense que c'est une considération un peu exagérée de soi-même, c'est-à-dire que quand on a le trac, en réalité, on n'a pas peur d'autre chose que de mal passer aux yeux du monde, en fait. Donc c'est quelque chose, je pense, d'assez égotique. Et donc, le trac a commencé à avoir un effet assez négatif et assez paralysant sur moi, en piano vers 12, 13, 14 ans. Je l'ai géré plus ou moins, parce que je n'étais pas si traqueuse que ça, mais quand même, c'était douloureux en fait. Et à l'occasion du concours de la conférence, et plus tard à l'occasion de ce fameux concert qui avait été organisé par le Palais littéraire et musical à l'instigation de Christian, je me suis réinterrogée sur le trac. Et à ce moment-là, en redéfinissant ou en me
remémorant ou en repensant la définition du métier de pianiste-interprète, j'ai réussi à résoudre un petit peu les difficultés que me procurait le track. C'est-à-dire que le métier de pianiste-interprète, comme celui d'avocat, ça n'est pas autre chose que de transmettre ce qu'un compositeur a écrit. C'est-à-dire que vous êtes l'intermédiaire entre une partition et un public, de la même manière que l'avocat est l'intermédiaire entre les magistrats et son client. Donc, le point commun entre les deux, c'est que vous n'êtes pas grand-chose. Évidemment, si ce n'est celui qui travaille, si ce n'est celui qui pense la partition. Mais la chose la plus importante est au-dessus de vous. C'est le compositeur et ce qu'il a écrit d'absolument transcendant qui a des siècles et des siècles quand même. Et à partir de là, une fois qu'on a compris qu'on n'est pas grand-chose, ça commence un petit peu à réduire l'idée de track, parce que finalement, on se dit qu'on fasse des fausses notes, qu'on en mette à côté, qu'on ait des trous de mémoire, finalement, c'est pas si grave que ça, dès lors que l'essentiel de la musique est transmise. Et en fait, cette idée-là, cette redéfinition du métier de pianiste m'a aidé à avoir un peu moins le trac. Et ensuite, il a seulement fallu que je l'applique au métier d'avocat. C'est-à-dire qu'une fois que je sais que se planter de mots, ne pas toujours avoir le mot juste, je ne sais pas, se prendre les pieds dans sa robe, c'est pas si grave dès lors qu'en fait l'essentiel est dit. Donc c'est une manière à la fois de réduire le trac, cette espèce de réflexion sur la définition même du métier de pianiste et d'avocat, c'est une manière de réduire le trac et une manière aussi d'essayer d'aller à l'essentiel. Quand on joue et quand on parle. Donc c'est comme une école de la gestion de soi quand on fait ces deux activités finalement. Oui, en fait la musique de manière générale c'est une école de beaucoup de choses. Et encore une fois je ne sais pas s'il y a un lien direct entre les deux, mais ce qui est sûr c'est que le travail de la musique, quand il est sérieusement fait évidemment, c'est un travail qui prépare au métier d'avocat. Comme à peut-être d'autres métiers aussi, mais en tout cas, celui que je connais, c'est celui d'avocat. C'est-à-dire que je pense que c'est la pratique de la musique comme la pratique des sports de haut niveau. À mon avis, il y a certains points en commun. C'est-à-dire que, alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une espèce de sens de l'observation qui est totalement travaillé. Je veux dire, il faut lire une partition musicale. Oui. Il faut comprendre comment c'est construit. Il faut comprendre qu'il y a certains détails qu'on appelle des bémols, des bécarres, qui font 2 mm sur une partition, mais qui en réalité vont changer toute la couleur d'un fragment musical, en fait. Donc, tout à coup, on se rend compte de l'importance du détail. Le détail change absolument tout. Et on grandit avec cette idée-là qu'on a comprise dès ses 5, 6, 7 ans, en fait. Donc, c'est quand même fantastique. Ça, c'est pour le sens du détail, pour le sens de l'observation. Et puis, vous avez aussi le travail et l'importance du travail. C'est-à-dire que le métier de pianiste, en tout cas la pratique du piano, c'est une pratique dans laquelle le résultat est très facilement observable. C'est-à-dire qu'il suffit de travailler des gammes pour avoir les doigts qui jouent plus vite et avec plus de justesse. Donc vous avez tout de suite un résultat audible du travail et de l'effort que vous avez fourni. Donc en fait, très rapidement, puisque c'est très observable, et je pense que par exemple, quand on fait un sprint ou quand on se prépare à faire un marathon, pareil, au fur et à mesure des journées de travail, on sent physiquement en fait qu'on a fait des progrès. Donc pareil, les résultats sont observables. Et donc tout ça, c'est une manière aussi de comprendre une fois pour toutes que le travail résout à peu près toutes les difficultés. Et une fois qu'on a pigé ça vers 5, 6, 7, 8 ans, on a quand même gagné aussi beaucoup. Et vous pouvez encore aujourd'hui, malgré votre activité professionnelle, travailler. C'est un travail quotidien, c'est un travail. Est-ce que ça impose de continuer à travailler tous les jours ou comment vous gérez ça? Parce que notre activité est très très chronophage. Je pense que dans l'idéal, il faudrait que je travaille tous les jours, mais en réalité, je ne travaille pas du tout tous les jours. Je ne suis pas du tout disciplinée en fait. Je travaille que lorsqu'il faut que je le fasse. Donc quand il y a un concert qui est organisé, évidemment, je travaille énormément. Donc je peux tout à fait ne pas travailler pendant des mois, voire 1 an, parfois même 2 ans, ça m'est arrivé. Et ensuite travailler, je ne sais pas, 10 heures par jour quand j'ai la possibilité ou quand il faut que je travaille. C'est très douloureux au départ. Oui. Le temps que la corne se fasse, que les doigts deviennent moches et que les ongles se cassent. Et en fait, on récupère un peu tout. Et ce qui est très étonnant, mais ça c'est le miracle de la musique, je pense qu'on l'a aussi dans les autres domaines artistiques, c'est qu'en fait, la tête a continué à fonctionner en fait, pendant toutes les années
d'absence de travail. C'est pas perdu. Rien n'est perdu. On a continué à réfléchir, on a continué à ressentir et à vivre. Et donc tout ça vient de toute façon nourrir l'interprétation. Alors évidemment, ensuite, il y a les muscles qu'il faut raviver, mais ça se fait au bout de 3-4 jours, c'est bon en fait. C'est un peu comme la bicyclette. Et on se rend compte que au bout de 10 ans, les œuvres sont presque plus riches que 10 ans auparavant, quoi. Vous transmettez votre passion quand vous parlez de la musique. Donc vous transmettez, on aimerait mieux vous entendre jouer de la musique, mais on sent cette passion et cette énergie quand vous en parlez. Et à cet égard, vous tenez une chronique aussi dans Piano Magazine, qui est un bimensuel, et je crois que vous tenez la chronique depuis 2 ans, c'est ça? Et cette fois, c'est parlez-nous de cette chronique, c'est dire des mots, les écrire, hein, pour parler de la musique. C'est des interviews, comment ça se passe? C'est des interviews. Alors, Pianiste Magazine, c'est un bimestriel, donc malheureusement, je n'ai pas la possibilité de faire ça plus souvent qu'une fois tous les 2 mois. J'adorerais. C'est la rédactrice en chef Elsa Fotorino qui m'avait proposé il y a 2 ans de faire une chronique, d'interviewer des mélomanes, donc pas des musiciens professionnels. C'est un magazine qui parle de pianistes essentiellement. Mais là, l'idée justement, c'était un petit peu de sortir de ça et puis d'interviewer des personnes qui sont passionnées par la musique. Et j'adore faire ça parce que, pour tout vous dire, ce qui me plaît le plus, c'est pas forcément de jouer, c'est éventuellement de travailler la musique, de réfléchir la partition, la construction de la partition, l'élaboration de la partition. C'est-à-dire que les coulisses m'intéressent plus que la scène. Donc l'élaboration, j'adore. Ouais. Et ensuite, ce qui m'intéresse le plus aussi, c'est évidemment d'écouter de la musique et d'en discuter. De partager une émotion. De partager, mais c'est génial. De pouvoir discuter d'une chose que vous aimez avec une personne qui partage cette passion, enfin, ça vous donne une énergie folle. Et donc, cette chronique est géniale parce que les personnes que j'interviewe sont vraiment passionnées, sont passionnantes et elles parlent hyper bien de la musique. Donc c'est l'occasion pour vous de partager l'émotion justement bien que sûr, vous ressentez avec eux sur cette musique. Oui, et puis d'essayer ensuite d'écrire. C'est un exercice assez particulier. Alors nous, on est habitués à l'écriture, plus ou moins, dans notre métier, parce qu'il y a quand même quelque chose de littéraire. Et en tout cas, il y a une espèce il y a la notion de la construction, de la structure, de l'idée, de l'articulation des idées. Donc que ce soit à l'oral, pour moi au piano ou encore à l'écrit quand on fait une chronique. Donc ça c'est le petit point commun et c'est quelque chose que j'adore. Et par ailleurs, ces invités sont géniaux tous. Oui, et votre dernier invité, on en a parlé avec Richard Malka, c'est Richard Malka. Oui, c'est Richard Malka. C'est amusant quand on vous retrouve au Palais littéraire et musical tous les deux sur ce milieu, ce monde de la musique que vous aimez. Avec quel plus grand plaisir, le dernier morceau que vous avez interprété, ce serait lequel? Et moi j'ai un morceau fétiche, c'est le morceau que j'avais joué au concert de 2015. C'est les variations sérieuses de Mendelssohn. Je ne sais pas pourquoi, c'est un morceau qui m'a toujours bouleversée. Il n'est pas forcément très connu du grand public. De toute façon, Mendelssohn, hélas, on ne l'écoute pas suffisamment. Mais c'est un morceau qui m'a toujours bouleversée. C'est une suite de différentes variations. Le tout forme une dizaine de minutes. Et donc, ce qui est intéressant dans tous les morceaux qui sont composés par des variations, c'est-à-dire des petites pièces qui se suivent, c'est d'abord le travail de chacune des variations et ensuite le travail d'homogénéisation du morceau, c'est-à-dire trouver un lien exactement. Oui. Et c'est là qu'il y a exactement ce qu'on fait en droit en fait. C'est-à-dire que, en tout cas en droit pénal, l'idée c'est de raconter une histoire en fait. Donc et la musique c'est exactement la même chose. C'est pas des notes. C'est pas des notes sans lien les unes avec les autres. Tout est une question de relation en fait. Mais quand vous lisez une partition, vous avez l'impression de lire une histoire? Non, parce que d'abord je ne lis pas suffisamment vite. Je n'ai pas cette compétence-là. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre, en tout cas on ne peut pas interpréter la partition sans l'incarner. Et il faut à mon avis une narration. Mais parce qu'une phrase musicale, c'est pas autre chose qu'une phrase. Oui. Donc il y a un début, une fin et un milieu. Et quand on débute la phrase, il faut exactement savoir où on va et ce qu'on va dire en fait. En fait, le point commun entre tout ça, pour revenir à votre question initiale, et en réalité il y en a, c'est moi qui ne les trouve pas avec suffisamment de justesse, mais le point commun, c'est de dire quelque chose. C'est le point commun le plus, c'est l'essence en fait, le plus essentiel.
c'est de dire quelque chose. Devant le juge, on dit quelque chose. Les effets de manche, on les dégage. En musique, on dit quelque chose. Et toute la difficulté, tout le travail, une fois passées les difficultés techniques, une fois passées les difficultés liées au déchiffrage du morceau, toute la difficulté et ce qu'il y a de plus génial dans le travail, c'est cette espèce de construction du discours. Rendre les choses limpides, rendre les choses fluides. Faire comme si tout était naturel, en fait. Alors qu'évidemment, on est passé par des douleurs, par des douleurs physiques et mentales insupportables parce qu'on ne savait pas où on allait. Et il y a un moment donné, à force de travail, où tout à coup, tout devient fluide, ça coule, en fait. Et de cette fluidité, l'émotion qui peut passer comme elle peut passer à travers les mots. Exactement. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une relation que j'avais faite avec la plaidoirie. C'est-à-dire que l'émotion, ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher avant tout. L'émotion, ça n'est que la conséquence. Ça n'est que les effets de quelque chose de plus essentiel qui était ce que le compositeur a voulu dire. Et une fois qu'on s'interroge sur ce qui doit être dit, encore une fois, sans considération de soi-même. Avec sincérité. Avec la justesse de ce qui a été écrit, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et c'est vraiment des questions compliquées. C'est-à-dire que ça paraît simple, mais en fait, c'est des prises de tête monstrueuses en musique. Et je pense qu'en théâtre, c'est la même chose. Mais une fois qu'on s'est posé ces questions-là et qu'on vise juste, alors, nécessairement, l'émotion vient. C'est-à-dire que l'émotion, c'est l'effet. Et souvent, on a tendance, je trouve, à confondre la cause et les conséquences, en fait. Et en plaidoirie, parfois, surtout quand on tente le concours de la conférence, on cherche à émouvoir, on cherche à être drôle, on cherche en fait, on cherche les effets. Et là est l'erreur. Il faut d'abord chercher à dire quelque chose, et si ce que vous dites est juste, forcément, il y aura une incidence. Peut-être une dernière question. Quel est le morceau que vous écoutez en ce moment et quel pianiste vous avez envie d'aller voir jouer très bientôt quand on va pouvoir retourner au spectacle? Moi, j'ai un pianiste fétiche que j'adore et j'aimerais qu'il soit éternel. C'est Murray Perahia. C'est un pianiste américain absolument incroyable. Je pense qu'il y a aussi une considération sacrée de la musique. Je veux dire, sa définition de la musique est magnifique. Et le rôle qu'il s'attribue en tant qu'interprète est absolument juste et magnifique. Lui, je l'adore. Si je peux inviter certaines personnes à le découvrir, il faut aller le voir, l'entendre en tout cas. Et ce que j'écoute en ce moment, c'est Beethoven, beaucoup, les concertos pour piano. 3 et 4 par Émile Gilels. Et Bach, je suis revenue à Bach, que je n'aimais pas quand j'étais jeune. Et j'écoute la première partita de Bach en boucle par Murray Perahia. Bon, merci pour ces conseils. Et j'espère que tous nos confrères et consoeurs pourront rapidement écouter les morceaux que vous nous donnez, en tous les cas, envie d'entendre très rapidement. Merci beaucoup, Negara Eri. À bientôt. À bientôt.